Voilà pour l'essentiel de l'actualité. C'est l'heure de 13h15 le dimanche avec notre collection consacrée aux énigmes de l'après-guerre. Cette semaine, une traque, celle qui a concerné Joseph Mengele, médecin SS qui a sévi à Auschwitz avant de disparaître. Durant des années, il a échappé aux chasseurs de nazis, à la justice allemande et aux services secrets israéliens. 35 ans de cavale qui l'ont mené en Amérique du Sud. Alors, qui l'a protégé? Comment a-t-il vécu durant toutes ces années? Celles et ceux qui l'ont côtoyé, savaient-ils qui il était? Nous sommes retournés sur les traces de celui qui fut l'incarnation du mal et qui terminera ses jours sur une plage du Brésil. Document signé Alexandre Paré, Benoît Vidès, avec Patrice Brougère. C'était par ici. Il devait être 16h45 ou 17h. C'était juste ici. Le 7 février 1979, Expedito Dias Romao, policier à Bertioga au Brésil, reçoit un appel. Un corps, sans vie, gît sur la plage. Le corps était sur le sable. Quand je suis arrivé, il y avait un couple juste à côté qui nous a expliqué qu'il avait fait un malaise en nageant. En fin de matinée ce jour-là, la victime, âgée d'une soixantaine d'années, décide d'aller se baigner. Quelques minutes plus tard, les enfants du couple qui l'accompagnent remarquent quelque chose d'anormal. Leur père se jette à l'eau pour secourir son ami, pris d'un malaise. Le courant est si fort qu'il manque lui-même de se noyer. Lorsqu'il parvient au rivage, l'homme est décédé. Le policier arrive sur les lieux 3 heures plus tard. On leur a demandé s'il avait une pièce d'identité. Wolfgang Gerhardt. C'était le nom qui figurait sur ses papiers. Et ce qui m'a surpris, c'était sa nationalité, autrichienne. Et l'autre détail qui m'a marqué aussi, sa profession, technicien-mécanicien. Jamais je n'aurais pu me douter qu'il s'agissait du bourreau nazi, Joseph Mengele. 2 jours après s'être noyé, Joseph Mengele est enterré sous le nom de Wolfgang Gerhardt dans le petit cimetière d'Embu, dans la banlieue de São Paulo. Ni le médecin qui a rédigé le certificat de décès, ni les employés des pompes funèbres ne remarquent que le défunt a 13 ans de plus et 10 cm de moins que ce qu'indiquent ses papiers. Pendant 6 ans, il va reposer ici, jusqu'à ce qu'une équipe d'enquêteurs ne rouvre le dossier. Le 6 juin 1985, des journalistes du monde entier se pressent devant la tombe. La police brésilienne investit le cimetière. Le corps est exhumé. Ses restes analysés par des experts venus des États-Unis, d'Allemagne et d'Israël. 3 semaines plus tard, l'annonce est officielle. This skeleton is that of Joseph Mengele within a reasonable scientific certainty. Le criminel de guerre nazi le plus recherché de l'après-guerre est mort noyé sur une plage paradisiaque après 35 ans de cavale. Joseph Mengele était un jeune docteur ambitieux qui a été nommé dans le plus grand camp de concentration d'Europe, Auschwitz. Gerald Posner était avocat dans les années 80. Il a défendu des victimes du bourreau nazi et a eu accès à tout le dossier. Il reste à ce jour le plus grand spécialiste de la vie du médecin SS. C'est un des criminels de guerre nazis les plus connus, qui s'est enfui et a échappé à toutes les poursuites. Il est devenu un symbole des crimes nazis et de l'Holocauste. En mai 1943, le capitaine SS Joseph Mengele a 32 ans.
Après avoir été blessé sur le front Est, il est nommé à Auschwitz. Médecin, il est spécialisé dans la recherche sur la génétique et l'eugénisme. Il participe quotidiennement aux sélections, à l'arrivée des convois de déportés. La plupart des médecins d'Auschwitz détestaient faire ça. Ils n'aimaient pas jouer à Dieu, décider qui devait vivre ou devait mourir. Mais pas Mengele. Mengele était volontaire pour en faire plus. Et donc, pour des centaines de milliers de déportés, la première chose qu'ils ont vue en descendant du train, c'est son visage. C'est de là que lui vient son surnom de l'ange de la mort. Celui qui envoyait les proches, les mères, les pères aux chambres à gaz. Et parfois, il en autorisait certains à vivre pour faire des expériences. Joseph Mengele est arrivé à Auschwitz pour faire avancer ses recherches. Pendant 1 an et demi, il réalise d'abominables expériences sur des prisonniers, principalement des jumeaux. Son but ? Découvrir le secret des naissances multiples et permettre aux femmes allemandes d'être plus fécondes. À la libération du camp, parmi les rescapés, des dizaines d'enfants. Au premier rang, 2 petites filles, Myriam et sa sœur, Eva. Eva Kor vit aujourd'hui aux États-Unis. Bonjour, je m'appelle Eva Kor. Je suis une rescapée d'Auschwitz. Une rescapée des expériences médicales conduites par le docteur Mengele. Et maintenant, j'ai 83 ans et j'essaie de survivre à la vieillesse. Eva avait 10 ans lorsque son convoi est arrivé à Auschwitz au printemps 1944. Avec sa sœur jumelle, Myriam, elles sont repérées dès la descente du train et sélectionnées pour les expériences du docteur Mengele. Il y avait un nazi là et il hurlait « Des jumeaux, des jumeaux !» Il nous a remarqués, Myriam et moi. On se ressemblait, on était habillés pareil. Il a demandé à ma mère, « Elles sont jumelles ?» Ma mère a demandé si c'était une bonne chose. Et le nazi a dit oui. Alors ma mère a dit oui. Et à ce moment-là, un autre nazi est arrivé. Il a tiré ma mère sur la droite. On a été mis sur la gauche. On pleurait, ma mère pleurait. Et c'est la dernière fois que je l'ai vue. Ses parents, Jaffa et Alexandre, ainsi que ses 2 sœurs aînées, Alice et Edith, sont envoyés directement aux chambres à gaz. Il n'aura fallu que 30 minutes à la descente du wagon à bestiaux pour que Myriam et moi-même nous retrouvions sans famille, toutes seules, sans savoir ce qui allait nous arriver. Pendant 9 mois, avec sa sœur, Eva Kor va subir les expériences de Joseph Mengele. On m'utilisait 6 jours par semaine, dans 2 types d'expériences. Lundi, mercredi et vendredi, on était mises dans une pièce, toutes nues, et ils mesuraient chaque centimètre de mon corps, et ils comparaient les données à celles de ma sœur et à des graphiques. Les autres jours, mardi, jeudi et samedi, on était emmenés dans un laboratoire. Ils m'attachaient les 2 bras. Et ils prenaient beaucoup de sang de mon bras gauche et ils faisaient au moins 5 injections dans mon bras droit. Ce qu'il y avait dans ces piqûres, je ne le savais pas à l'époque et je ne le sais toujours pas.
Pendant les expériences, il s'occupait de tout. Il faisait des injections de solvant dans leurs yeux. Il en faisait dans la colonne vertébrale, qui paralysait certains. Il réalisait des injections mortelles dans le cœur des jumeaux. Et même si on sait les horreurs qu'il a faites, on ne sait absolument pas pourquoi il les a faites. Il se voyait comme un pionnier. Il ne parlait pas aux autres médecins SS. Ses résultats étaient envoyés directement à Berlin. Le travail du jeune médecin est salué en haut lieu. Dans une lettre à sa femme, Irène, Joseph Mengele raconte. Auschwitz, 26 avril 1944. Ma chérie, mon doux Bützele. Pour une fois, il y a eu un petit rayon de soleil dans la morne routine du camp. Le commandant m'a convoqué et m'a remis une médaille, la Croix du mérite de guerre 2e classe, avec glaive. Même si ce n'est pas un honneur rare et même si j'en possède déjà de plus prestigieuses, j'ai été touché de la reconnaissance de mon travail et de mon investissement. Mon travail met parfois en péril ma santé et même ma vie. J'ai beaucoup apprécié. Tu peux voir, ma petite Bützele, que les médailles arrivent les unes après les autres sur la poitrine de ton héros. J'aurais dû la recevoir le 20 avril, jour anniversaire du Führer, mais je n'étais pas là puisque j'étais avec toi. Comment vas-tu, mon Bützele, et comment va notre garçon? Je vous envoie des baisers à tous deux, ton Papili. Au plus fort de ses activités à Auschwitz, Joseph Mengele avait à sa disposition jusqu'à 5000 enfants pour ses expériences. Au musée de l'Holocauste qu'elle a fondé dans l'Indiana, Eva Kor ne peut oublier la morgue de son geôlier. Après l'une de ces injections, je suis tombée très malade. Et le docteur Mengele est arrivé. Et il a dit dans un rire sarcastique, « Ah, dommage, elle est si jeune. Elle n'a plus que 2 semaines à vivre. » Mais moi, j'ai refusé de mourir. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour lui donner tort, pour survivre et retrouver ma sœur. Eva et Myriam ont survécu et construit une vie. En Israël pour Myriam, aux États-Unis pour Eva. Elles n'ont plus jamais reparlé d'Auschwitz jusqu'aux années 80 où pour la première fois elles y sont retournées ensemble. Myriam est décédée en 1993 des séquelles des expériences de Joseph Mengele, 48 ans après que l'ange de la mort a fui Auschwitz et disparu. Le 27 janvier 1945, Auschwitz est libéré. Joseph Mengele s'est enfui 2 jours plus tôt, avant l'arrivée de l'armée soviétique. Dans les dernières semaines de la guerre, il rejoint une unité de l'armée régulière, la Wehrmacht. Le 8 mai, le Troisième Reich capitule. Quelques jours plus tard, Mengele est arrêté près de la frontière tchécoslovaque. Sven Keller est historien. Il a retracé le parcours du fugitif dans l'immédiate après-guerre. En juin 1945, Mengele est arrêté par les Américains alors qu'il porte un uniforme de la Wehrmacht. Il est placé dans un camp américain de prisonniers de guerre pendant un temps assez court. Mengele était sur une liste de criminels recherchés faite à Londres en 1943. Mais il était en bas de la liste. Les Américains, les Britanniques cherchaient ce que j'appelle les grands noms. Ils cherchaient Himmler, Goebbels, Dönitz. Ils ne cherchaient pas encore ceux qui avaient du sang sur les mains, comme Mengele. Et il a bénéficié de cette situation. Et en plus, il a vraiment eu beaucoup de chance, sur un point. Parmi les centaines de milliers de soldats allemands prisonniers, les Alliés cherchent à identifier les membres de la SS. Leur signe particulier, ils ont tous leur groupe sanguin, tatoué, sous le bras.
En intégrant la SS en 1938, il a refusé de se faire tatouer son groupe sanguin sous le bras. Donc il n'avait pas ce tatouage SS. Du coup, il n'a pas subi d'interrogatoire poussé et ils l'ont relâché. Et il le relâche en lui donnant un certificat sous son vrai nom, de façon parfaitement légale. Aux confins de la Bavière et des Alpes autrichiennes, le petit hameau de Mangolding va être la première étape d'une cavale qui va durer 35 ans. C'est ici, à l'automne 1945, que Joseph Mengele trouve une place d'ouvrier agricole sous un faux nom, celui de Fritz Hollmann. Dans le courant de l'été 1945, il se cache dans la région de Günzburg, sa ville natale, dans les bois alentours. Mais il sait qu'il ne pourra pas y passer l'hiver, alors sa famille l'envoie en Haute-Bavière. Pendant toute cette période, il a travaillé comme ouvrier. Et il a mis en place tout un système scientifique de culture et de sélection de pommes de terre. Comme s'il n'avait pas réussi à se distancier de ses activités précédentes. En quelques mois, le médecin SS a réussi à se frayer un chemin entre l'armée rouge et l'armée américaine pour gagner sa liberté. Il n'a alors que 35 ans. À Mangolding, pendant 3 ans, il va se faire discret, persuadé que les choses vont se tasser et qu'il pourra vite retourner à une vie normale. Sa femme, Irène, et son fils Rolf, né en 1944, lui rendent visite régulièrement. À ce moment-là, il ne se doute pas que ça va durer toute sa vie. Il n'a pas l'intention d'être un ouvrier agricole à Rosenheim pour les 20 prochaines années. Mais en 1948, on commence à juger des médecins. Les Polonais organisent un procès. In Krakau ging vor einem polnischen Gerichtshof der Prozess gegen die Hauptverantwortlichen für das Konzentrationslager Auschwitz zu Ende. On part de Nuremberg où sont jugées des têtes d'affiche et là on s'intéresse à des gens avec qui Mengele a servi à Auschwitz. Das Gericht verurteilte 23 Angeklagte zum Tode, 6 zu lebenslänglichem Gefängnis, 10 zu längeren Gefängnisstrafen. Et ça le terrifie. En 1949, Joseph Mengele prend la fuite. Direction Gênes, en Italie, puis l'Argentine, où certains anciens nazis sont accueillis avec bienveillance. Il s'installe à Buenos Aires sous le nom d'Helmut Gregor. Ces années en Argentine, de 49 à 59, c'est ce que j'appelle sa décennie en or. Il fait d'abord profil bas, et alors que le temps passe, il commence à se faire des amis et des relations professionnelles. Il devient de plus en plus confiant, car personne ne le recherche. Joseph Mengele mène une vie mondaine à Buenos Aires. Il se lie d'amitié avec Hans Rudel, légende de la Luftwaffe, nazi impénitent, décoré personnellement par Hitler en 1944. L'homme a créé en Amérique latine le Kameradenwerk, une association qui vient en aide aux nazis en fuite. Il y croise également Adolf Eichmann, le logisticien de la Shoah, qui se cache sous le nom de Ricardo Clement. En 1956, il se sent tellement en sécurité qu'il se rend à l'ambassade d'Allemagne de l'Ouest et leur dit « Au fait, je suis arrivé ici sous un faux nom, Helmut Gregor. Mon nom est Joseph Mengele. Je voudrais un passeport à mon nom. » Personne ne vérifie si ce nom de Mengele est sur une liste de criminels. Ils lui font un passeport allemand. Et il se rend en vacances en Suisse pour faire du ski en famille. Il y rencontre son fils, Rolf, alors âgé de 12 ans, à qui on le présente comme l'oncle d'Amérique du Sud. Et il croit que son père est mort à cette époque. Mengele fonde une entreprise pharmaceutique. Et en 1958, le criminel de guerre nazi le plus recherché de tous les temps est dans l'annuaire, à Buenos Aires, sous son vrai nom. Tout change en 1959. En Allemagne, un homme, Fritz Bauer, procureur général de Francfort, décide que le temps est venu de poursuivre les anciens nazis toujours en fuite. Deutschland ist heute stolz auf sein Wirtschaftswunder.
Es ist auch stolz, die Heimat Goethes und Beethovens zu sein. Aber Deutschland ist auch das Land Hitlers, Eichmanns und ihrer vielen Spießgesellen und Mitläufer. Fritz Bauer inculpe Mengele pour 17 meurtres. Et tout d'un coup, il devient un homme traqué. L'activisme de Fritz Bauer conduit aussi les services secrets israéliens sur les traces d'Adolf Eichmann en Argentine. En 1960, le Mossad l'enlève et le rapatrie en Israël où il est jugé et exécuté. Joseph Mengele panique. À 49 ans, il rentre dans la clandestinité, s'enfuit au Paraguay, puis au Brésil. Grâce à son ami Hans Rudel, le pilote de la Luftwaffe, Joseph Mengele fait la connaissance d'un certain Wolfgang Gerhardt, un Autrichien résidant au Brésil. Cet ancien membre des jeunesses hitlériennes est ravi d'apporter son aide à un fugitif de cette envergure. Il présente Mengele à Géza et Gita Stammer, un couple d'émigrés hongrois, chez qui il va se cacher pendant 14 ans. Après des mois d'errance, Joseph Mengele arrive en 1961 à Serra Negra, une région reculée à 200 km au nord de São Paulo. Il s'installe avec ses nouveaux protecteurs, les Stammer, dans une ferme caféière. Il se fait passer pour un Suisse, sous le nom de Peter Horschbichler. Personne ne connaît sa véritable identité. Il vit dans la peur d'être retrouvé et enlevé. Dès son arrivée, il fait construire une tour de surveillance. José Osmar Siloto avait une dizaine d'années à l'époque. Il travaillait avec son père dans la ferme de Mengele. Quand on récoltait le café avec mon père, là-bas dans le champ, lui, il se mettait à l'ouverture, là-haut. C'était son point stratégique. Il était toujours là à surveiller à la fenêtre de la tour. Dès qu'on se déplaçait, dès qu'on travaillait, il était toujours là à surveiller. Il avait aussi plusieurs chiens. Il y en avait toujours 5 ou 6 qui le suivaient partout. C'était ses gardes du corps, ses vigiles qui pouvaient donner l'alerte. Il portait toujours un chapeau et une grosse moustache. Je m'en souviens parfaitement. Il avait toujours le chapeau baissé sur le visage. Joseph Mengele devient instable, acariâtre, paranoïaque. Dans la maison où il vit avec les Stammer et leurs 2 enfants, commence alors un huis clos étouffant. Il leur dit comment élever leurs enfants, comment s'occuper de la ferme. Ce n'est pas sa ferme, ce ne sont pas ses enfants. Il devient le chef. On aurait pu penser qu'il se tiendrait tranquille dans son coin, mais ce n'est pas sa nature. Il s'implique et crée des tensions. Ça, Mengele ne peut pas s'en empêcher. Il veut tout contrôler. Joseph Mengele s'engage aussi dans une histoire intime avec Gita, la maîtresse de maison. Les premiers mois, elle ne connaît pas sa véritable identité. C'est du moins ce qu'elle assurera en 1985 à un réalisateur britannique. Un jour, dans le journal, il y a eu un article sur les bourreaux nazis. J'ai vu la photo d'un jeune homme de 30-33 ans. Il se tenait comme ça. Looking like this. Je me suis dit que ce visage m'était familier. Le sourire, l'écartement entre les dents.
Je lui ai montré la photo et je lui ai demandé « Regarde cette photo, elle te ressemble beaucoup. Tu es très mystérieux, tu vis ici avec nous. Alors sois honnête, dis-moi si c'est toi ou pas. » Plus tard, il m'a dit « Tu as raison. Je vis ici avec vous, donc tu as le droit de savoir. Et malheureusement, cette personne, c'est moi. » Pourquoi le gardent-ils alors? Est-ce qu'ils sont des nazis fanatiques persuadés de la renaissance d'Hitler? Non. En définitive, ça se résume à quelque chose de bien plus simple et basique, l'argent. La principale raison pour laquelle ils l'ont aidé au départ, puis l'ont gardé si longtemps, c'est que la famille de Mengele les payait. Maintenant, je ne peux pas vous dire combien, mais assez pour le protéger 14 ans. Il y avait assez d'argent provenant de la famille Mengele pour le garder à l'abri. Pendant toutes ces années, Joseph Mengele a bénéficié du soutien sans faille de sa famille. En Bavière, dans le sud du pays, Günzburg est une petite ville de 20 000 habitants. Ici, la famille Mengele y est incontournable depuis plus d'un siècle. Une statue est érigée en mémoire de Karl Walburga, ses parents. Son père a encore une rue à son nom, tout comme son frère, Alois. Quant à sa belle-sœur, Ruth, elle a donné son nom à une aire de jeu pour enfants, rénovée en 2012. Une position sociale que la famille Mengele a acquise grâce à son entreprise de machines agricoles. Rudolf Köppler, à droite, a été maire de Günzburg pendant 32 ans. Walter Graber, lui, est archiviste de la ville depuis les années 80. Tous deux ont connu, vécu et recensé l'influence de la famille Mengele dans leur ville. Ici, on a gardé tous les dossiers existants dans l'affaire Joseph Mengele. Ça, c'est la plaquette éditée pour le 100e anniversaire de l'usine Mengele. Ça, c'est le fondateur de l'entreprise, Karl Mengele. Et là, son fils, Alois, qui a donc dirigé la firme après la guerre. Mengele Agrartechnik, c'est un petit atelier de mécanique dont le chiffre d'affaires décolle après la guerre. Le pays est dévasté, il faut tout reconstruire. De 600 employés en 1945, l'entreprise en comptera jusqu'à 2000 à son apogée dans les années 70. C'était le plus gros employeur de la ville. Presque toutes les familles avaient quelqu'un qui travaillait là-bas. Ils étaient comme n'importe quels entrepreneurs influents. Non seulement ils donnaient du travail, ils contribuaient aux impôts de la ville, et naturellement ils se sont engagés au niveau social, caritatif. Ils faisaient des dons à des institutions publiques, mais aussi à des institutions culturelles. C'était normal à l'époque, et ça l'est toujours. La dynastie Mengele, c'est Karl, le père, qui l'a fondée. Lui et sa femme, Walburga, auront 3 fils. Karl Junior, l'aîné, décède en 1949. Joseph, né en 1911, quittera Günzburg à 19 ans pour poursuivre ses études médicales. Alois, lui, reprendra l'entreprise à la mort de son père en 1959. Quand il meurt à son tour, ce sont son fils, Dieter, et son neveu, Karl-Heinz, qui reprennent les affaires. Tous savaient ce qu'avait fait Joseph pendant la guerre. Tous savaient où il se trouvait à chaque instant, et tous ont usé de leur influence ou de leur argent pour le protéger. Dans la famille, ils avaient une idée assez claire de ce qu'ils faisaient pendant la guerre. Karl et Walburga sont même allés lui rendre visite à Auschwitz.
Je ne peux pas spéculer sur ce qu'ils ont réellement vu, mais quand on va dans un camp de concentration, on a une idée de ce qui s'y passe. La pierre angulaire de ce complot familial s'appelle Hans Zedelmeier. Avocat de la famille, ami d'enfance de Mengele, c'est lui qui était chargé de l'argent et de la correspondance avec le fugitif. En 1964, la police allemande perquisitionne chez lui. Prévenu, il a le temps de mettre à l'abri tous les éléments compromettants. Il est indéniable que la famille avait des contacts dans la police de Günzburg. Quand le premier mandat d'arrêt contre Mengele a été émis en 1959, il y a eu une enquête à Günzburg. Le procureur avait naturellement demandé à ce qu'elle soit conduite avec une grande discrétion et que la famille ne soit pas prévenue. Mais cette information a tout de suite fuité. C'est clairement établi dans le rapport d'enquête. Ce n'était pas une affaire difficile à résoudre. Mengele écrivait des lettres régulièrement à sa famille. Ce n'était pas une correspondance secrète. Il n'envoyait pas de messages cryptés avec une application numérique. Il les envoyait par la poste, à l'adresse des destinataires, où ils habitaient, depuis le Brésil. S'il y avait eu des interceptions de courrier de la part des Allemands pendant ne serait-ce qu'un mois, n'importe quand, entre 60 et 79, ils l'auraient attrapé. Mais personne n'était suffisamment investi au sein de la justice allemande. Le dossier est resté en bas de la pile jusqu'en 85. Encore aujourd'hui, les agissements du clan, inconnus des habitants à l'époque, n'ont jamais été fermement condamnés, même symboliquement. Est-ce que vous comprenez que des gens soient choqués qu'il existe encore des rues Karl Mengele ou Alois Mengele ou Ruth Mengele à Günzburg et qu'elle n'ait pas été débaptisée? Non. C'est ce que j'ai toujours dit. On ne peut pas parler d'une responsabilité de clan. Les proches n'y sont pour rien. Ah, bonjour. S'il y a une brebis galeuse dans la famille. S'il y avait une rue Joseph Mengele, que ça poserait un problème. En tout, près d'une quarantaine de personnes savaient précisément où était Joseph Mengele pendant toutes ces années, mais aucune n'a jamais trahi le secret. Au début des années 70, dans la ferme de Serra Negra où Joseph Mengele se terre depuis plus de 10 ans, la rupture est consommée avec les Stammer, la famille d'émigrés hongrois qui l'héberge. Le fugitif s'installe alors à Eldorado, une banlieue pauvre et multiculturelle de São Paulo. Il a dévalé la pente depuis la haute société de Buenos Aires, puis au Paraguay, puis à vivre avec des Hongrois et des Autrichiens dans des fermes, à désormais vivre seul dans un quartier bigarré, alors que sa santé décline. Pour lui, c'est comme une peine de prison. Pas celle qu'il mérite, bien sûr, mais une peine quand même. Pour la première fois en 15 ans, il vit seul dans une petite maison. Toujours sur ses gardes, il se sent toutefois moins recherché. En 1971, il fête ses 60 ans. Voici un enregistrement de sa voix, à l'époque, lors d'une soirée avec des amis. Parmi ses amis, il y a Wolfgang Gerhardt, au centre de la photo, son principal protecteur, qu'il a rencontré dès son arrivée au Brésil. Mais aussi un couple d'Autrichiens, Wolfram et Liselotte Bossert, ainsi que leurs enfants, pour qui il se prend d'affection. Il passera des heures à leur fabriquer une barque pour naviguer avec eux, sur le lac voisin. Ceux-là connaissent sa véritable identité. Mais pour tous les autres, Joseph Mengele aura réussi à préserver son secret.
Elsa Gulpian de Oliveira avait 26 ans lorsqu'elle a rencontré celui qu'elle appelle encore aujourd'hui Dom Pedro. En 1975, il l'embauche comme gouvernante. Je travaillais chez lui et quand venait l'heure de rentrer, il me raccompagnait. Je faisais ce chemin chaque jour. Je crois qu'il ne voulait pas rester seul à la maison. Il aimait bien me raccompagner. Elsa n'avait aucune idée de la véritable identité de Mengele. Dans sa maison d'Eldorado, elle se souvient d'un homme discret, affable et attentionné. Il s'entendait avec tous les employés. On mangeait ensemble, on discutait. Il donnait des surnoms à tout le monde. Ça se passait comme ça. Au fil des mois, Elsa et Joseph se rapprochent. Cette photo, c'est Dom Pedro, enfin je veux dire Mengele qui l'a prise. Je l'aime bien. Vous savez, je n'aime pas trop être prise en photo. Mais c'est le seul souvenir qu'il me reste. Cette époque me manque. On était heureux. Au début, je ne prenais pas mes sentiments au sérieux. Et ensuite, j'ai commencé à lui écrire des lettres d'amour. Quand je faisais son lit, je laissais les lettres sous l'oreiller pour qu'il les trouve en allant se coucher. Mengele lui demande de venir habiter avec lui. Elle lui demande de l'épouser en retour. Mais il refuse. Ensuite, il est allé parler avec mes parents. Il leur a dit que je devais vivre avec lui, mais qu'il ne pouvait pas m'épouser et ne pouvait pas dire pourquoi. Moi, j'ai cru qu'il était déjà marié, on s'imagine des choses. Un jour, il a oublié sa carte d'identité dans sa chambre et je suis allée la prendre. Je me suis dit, maintenant, je vais savoir. Et il est arrivé en courant et m'a pris le document des mains. À cette époque, Joseph Mengele se sent abandonné. Il passe des heures à son bureau. Son moral est en berne. Il écrivait beaucoup. Il avait une machine à écrire et il écrivait des lettres. Je n'ai jamais su pour qui, mais il écrivait beaucoup de lettres. Ces lettres, Mengele les adresse à son fils, Rolf, à son neveu, Karl-Heinz, ou à son ami et protecteur de Günzburg, Hans Zedelmayer. Une plongée dans la tête du médecin nazi au crépuscule de sa vie. Il ne pensait pas que ces lettres seraient rendues publiques. C'étaient des lettres destinées à sa famille. Il pensait qu'elles étaient détruites au fur et à mesure. C'étaient des lettres personnelles. C'est le vrai Mengele. On y lit un homme vieillissant, aigri, en colère, qui pense que c'est lui la victime. Il a inversé les rôles. Il se considère comme la victime parce qu'il est traqué et qu'il est devenu le symbole du criminel de guerre nazi. Il déteste ça. À la même époque, Mengele se laisse aller à des confidences à ses amis les Bossert. Le père, Wolfram, le racontera des années plus tard. Tout ce que je sais, c'est qu'un jour on en a parlé après qu'un journal avait encore prétendu qu'il avait fait des expériences inhumaines sur des gens, sur des patients à Auschwitz. Quand j'en ai parlé, il a explosé de rage. Mais je n'ai pas fait d'expérience. Ce sont des mensonges. Les gens étaient volontaires car on leur donnait plus à manger s'ils me laissaient prélever leur sang. Et il nous répétait tout le temps qu'il méritait une statue de la part des Juifs. Parce que, comme docteur, il en avait sauvé beaucoup. Même son propre fils, Rolf, ne parviendra pas à obtenir de remords.
Le petit garçon qui lui rendait visite dans la ferme de Mangolding en Bavière ne l'a revu qu'une fois depuis, en 1956, lors de vacances en Suisse. En 1977, il décide de lui rendre visite et prend un avion pour le Brésil, sous un nom d'emprunt. J'ai fini par aborder le sujet. Il a explosé. Il n'a pas aimé que son fils lui pose des questions. Comment peux-tu imaginer que j'ai pu faire ça? Tu ne vois pas que c'est un mensonge? De la propagande? Rolf écourte son voyage et rentre en Allemagne. Ce sera la dernière fois que Joseph Mengele verra un membre de sa famille. Il ne se repentira jamais. Quelques semaines plus tard, Elsa, sa gouvernante et dernier amour, le quitte. Aujourd'hui encore, elle se débat avec ses souvenirs, persuadée que l'homme qu'elle a connu n'a pas pu commettre ce dont on l'accuse. 3 mois après leur rupture, Joseph Mengele se noie sur la plage de Bertioga, sans avoir jamais payé pour ses crimes. Justice, ça c'est un mot intéressant. Mengele a été responsable de la mort de nombreuses personnes, mais lui ne pouvait donner qu'une seule vie, la sienne. Il aurait pu recevoir ce que j'appelle une juste punition, mais la justice c'est autre chose. Écouter les histoires des survivants, ce qu'ils ont vécu, ce à quoi ils ont échappé, et connaître les vies des sœurs et des frères jumeaux, comment certains sont morts. Ça aurait été un juste châtiment pour Mengele. Mengele avait beaucoup de collègues à Auschwitz. Karl Klober, par exemple, qui a mené des expériences de stérilisation sur des détenus. Et il y a eu aussi beaucoup d'autres expériences dans d'autres camps de concentration. Mengele n'était pas un cas isolé. À la question « Qui était Joseph Mengele ?», les gens aimeraient entendre « C'était un monstre ». Il a fait des choses monstrueuses, ça c'est certain. Mais les gens veulent entendre que c'était un monstre psychopathe et sadique. Ça les rassure. Mais qu'a fait Mengele après la guerre? Il n'a pas battu ses femmes. Il ne fait preuve d'aucun comportement pathologique. S'il n'y avait pas eu Auschwitz, s'il était devenu un simple médecin de famille, serait-il devenu un tueur en série? Je ne crois pas. Comment un homme peut devenir comme ça et faire ce qu'il a fait? C'est la partie la plus mystérieuse de l'histoire de Mengele. Quand la vérité sur la mort de Joseph Mengele éclate en 1985, aucune des personnes qui l'ont aidé dans sa cavale n'est inquiétée par la justice. Les Bossert ont toujours minimisé leur rôle. Wolfram est décédé. Liselotte, sa femme, et leurs 2 enfants vivent toujours à São Paulo. Géza et Gita Stammer, les émigrés hongrois chez qui a habité Mengele pendant près de 15 ans, sont également décédés. En Bavière, les membres de la famille Mengele ont vendu leur part de l'entreprise familiale. La marque de machines agricoles Mengele a officiellement disparu depuis 2011. Dieter et Karl-Heinz, ses neveux, gèrent désormais leur argent et une fondation pour les nécessiteux à Günzburg. Quant à son fils, Rolf, il a changé de nom et partage sa vie entre la Bavière et le sud de la France. Quant à Wolfgang Gerhardt, qui a supervisé toute la cavale brésilienne de Mengele, il est mort en 1977 en Autriche. Il avait donné à son ami sa carte de séjour. C'est sous cette identité qu'est mort et a été enterré Joseph Mengele. Ses ossements sont conservés à l'Institut médico-légal de São Paulo, dans une pièce tenue secrète. Ni sa famille, ni ses amis ne les ont réclamés. Sa dernière sépulture est aujourd'hui vide et sera bientôt détruite.